On peut réfléchir et débattre des heures de façon rationnelle pour trouver la meilleure technologie à une problématique écologique et se dire que ça y est, on a trouvé la solution. Eh bien parfois, ça ne suffit pas. Pourquoi ? Car c'est sans prendre en compte un facteur important, ultra important, nous, ces créatures rationnelles et irrationnelles, capables de foutre à terre les choix écologiques les plus logiques. Regardons ensemble comment ne pas oublier ce paramètre humain dans les choix que nous défendons. Les politiques, les experts souvent autoproclamés des questions énergétiques et les écolos s'entretuent dans des débats sans fin sur la production énergétique, mais sont souvent tous d'accord sur un autre grand pilier de la transition écologique, vu comme une des solutions majeures. Je présente l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, c'est une solution technologique qui permet d'économiser de l'énergie. Un exemple, si on fait une friteuse qui consomme 2 fois moins d'électricité, on a divisé son impact sur la production de gaz à effet de serre par 2. Super! Or ça, c'est sans oublier le petit copain caché derrière l'efficacité énergétique. Le petit copain qu'on n'a pas envie de voir car il est fourbe, vicieux. Je présente l'effet rebond, appelé également paradoxe de Jevons. L'effet rebond existe dans plusieurs domaines et est utilisé dans le domaine de l'énergie à partir des années 1980, à travers l'énonciation du postulat Kazum-Brooks. Que dit ce postulat ? Les gains environnementaux obtenus grâce à une amélioration de l'efficacité énergétique d'un produit sont amoindris, voire annulés par une hausse de son utilisation. Dit plus simplement, est-ce que si une voiture consomme 20% de moins, on va pouvoir mesurer une baisse de la consommation d'énergie de 20%. La réponse est non. Eh bien pourquoi ? Pour plein de raisons. L'automobile est, je trouve, l'exemple le plus intuitif pour comprendre l'effet rebond. Premier exemple. Une voiture qui consomme moins permet de faire plus de kilomètres avec la même quantité d'essence. Du coup, les conducteurs se permettent de plus utiliser leur voiture et donc au final auront utilisé autant d'essence qu'avant, mais en plus ils auront engendré plus d'usure des autres pièces du véhicule, comme les pneus par exemple. Deuxième exemple, un meilleur rendement permet aux constructeurs de proposer des voitures bien plus grosses tout en respectant les normes, d'où le fleurissement des SUV. Troisième exemple, avoir une voiture électrique donne la sensation que l'on pollue beaucoup moins et donc on va privilégier sa voiture au transport en commun. Autre exemple, Uber. On se dit super, ça évite aux gens d'acheter une voiture, mais là aussi, gros effet rebond. Une étude concluait que dans les villes américaines, si les services d'Uber n'existaient pas, 49 à 61% des trajets effectués avec eux n'auraient pas eu lieu ou auraient été remplacés par le vélo, la marche à pied ou le transport en commun. Autre exemple, le covoiturage. C'est génial dans le principe, mais entraîne aussi un gros effet rebond. Une étude sur la ville de Paris montre les effets rebonds dans le cas d'un scénario de covoiturage volontariste. On voit que les gains réalisés par le covoiturage sont en partie annulés par la modification des comportements. Abandon des transports en commun, allongement de la distance effectuée, étalement urbain. Autre exemple en dehors de l'automobile. Dans les écoquartiers, l'écart de consommation d'énergie entre ce qui était prévu et la réalité est énorme. On retrouve d'ailleurs ce problème dans quasiment toutes les constructions qui respectent la RT 2012. Le sentiment d'économie conduit fréquemment à fixer la température de l'air à 21 ou voire 22 au lieu des 19 recommandés. L'effet rebond d'ailleurs ne touche pas que les pays riches. À Khartoum au Soudan, à la suite de la diffusion massive de poêles à bon rendement énergétique, la consommation d'énergie pour cuisiner a augmenté de 40%. Alors pourquoi cet effet ? Essayons d'y mettre un peu d'intelligence. En premier lieu, la motivation des personnes à diminuer leur consommation d'énergie est d'abord motivée par des questions budgétaires, puis par des questions d'environnement. Autrement dit, quand l'énergie est moins chère, eh bien la motivation de faire des économies d'énergie diminue fortement. Après, on peut se dire, il suffit d'avoir un esprit vertueux et de ne plus utiliser sa voiture, même si elle consomme moins, afin de bloquer l'effet rebond. Mais hélas, on a une variante de l'effet rebond indirect, qui va se décliner de plein de façons différentes et qui va engendrer de plus faibles économies d'énergie que prévu. Regardons un peu les différents effets rebonds indirects. À un niveau local d'abord. Côté équipement,
Les équipements utilisés pour améliorer l'efficacité énergétique, par exemple l'isolation thermique d'une maison, auront eux-mêmes besoin d'énergie pour être fabriqués, transportés et installés. Et cette consommation d'énergie indirecte compensera une partie des économies d'énergie réalisées. Parfois même, la solution a nécessité plus d'énergie que l'économie d'énergie qu'elle engendre. Ce qui semble être le cas, on pense, pour l'éclairage intelligent individuel dans les maisons, qui nécessite de produire des capteurs et des serveurs pour fonctionner. Côté consommateur, les consommateurs peuvent utiliser toutes les économies de coûts liées à l'amélioration de l'efficacité énergétique pour acheter d'autres biens et services qui nécessitent eux-mêmes de l'énergie. Par exemple, les économies de coûts d'un système de chauffage central plus économe en énergie ou d'une voiture qui consomme moins d'essence peuvent être consacrées à des vacances à l'étranger, en prenant l'avion. Côté fabricant, maintenant, les industriels qui ont un outil de production plus efficace en énergie vont augmenter leurs marges ou alors baisser leur prix de vente et donc être plus attractifs sur le marché. Ce qui, alors, est susceptible de nécessiter une augmentation de la production, compensant ainsi une partie des économies d'énergie. Idem si les améliorations de l'efficacité énergétique concernent l'ensemble du secteur industriel, car du coup, tous les produits du secteur deviendront très attractifs. Maintenant, à un niveau global. Sur l'économie, des améliorations de l'efficacité énergétique augmenteront la productivité globale de l'économie, encourageant ainsi la croissance économique. La consommation accrue de biens et de services fait mécaniquement à son tour augmenter la consommation d'énergie. Pour le secteur de l'énergie, la réduction de la demande d'énergie va engendrer une baisse du prix de l'énergie, qui va rendre l'énergie plus attrayante. Donc on va engendrer une augmentation de la consommation. Et en dernier, les améliorations de l'efficacité énergétique plus la réduction des prix de l'énergie qui en découle réduiront davantage le prix des biens et services énergivores que les biens et services non énergivores. Exemple. Imaginez un lave-vaisselle ultra performant en efficacité énergétique. Disons qu'il coûte 500 €. Les autres lave-vaisselle, pour être compétitifs, vont devoir avoir un prix de vente inférieur, disons 300. Du coup, ces lave-vaisselle énergivores vont être très attractifs et être plus vendus. Sérieux, c'est désespérant, hein? Pour quantifier l'effet rebond, on parle en pourcentage. Effet rebond qui est égal à 0% veut dire que l'on n'a aucun effet rebond. 100% veut dire que l'on a dépensé autant d'énergie que l'on a économisé. Plus de 100% veut dire que l'on a plus d'énergie dépensée à la fin qu'avant l'instauration de l'efficacité énergétique. Cette source d'études faite au Royaume-Uni vous montre l'écart énorme qu'il peut y avoir entre une étude et une autre. Pour le transport, on a des écarts entre 5 à 87%, pour le chauffage domestique entre 0 et 60%. Mais voyez le peu d'études qui ont été faites. Les effets rebonds ont tendance à être presque universellement ignorés dans les analyses officielles des économies d'énergie potentielles, découlant des améliorations de l'efficacité énergétique. C'est pour ça qu'on devrait collectivement tous se battre pour qu'il y ait plus d'études sur l'effet rebond, car elles sont assez rares et pourtant c'est un problème majeur. Alors comment se fait-on que l'on ait autant d'écart d'une étude à l'autre? Eh bien pour plusieurs raisons. La première, quantifier une économie d'énergie, c'est pas si évident. On compare par rapport à quoi? La question paraît idiote, mais elle n'est pas si évidente. Le deuxième est que c'est souvent une vision d'ingénieur. L'ingénieur automobile regarde par rapport à son moteur précédent. Or, la question est plutôt, quel périmètre doit-on considérer lorsqu'on parle de gain d'efficacité? Le moteur, la voiture ou encore plus large qu'un équipement, un système, d'un secteur économique, d'une région, d'un pays, d'un continent ou du monde? On est d'accord que la seule barrière qui devrait être prise en compte, c'est justement la planète. Et là, ce n'est plus le rôle des ingénieurs, mais des économistes. Ce que montre l'effet rebond, c'est que le débat écologique ne peut pas être que technologique, mais il doit être aussi économique. L'effet rebond, c'est avant tout le boulot des économistes, mais c'est un boulot très complexe. Certains chercheurs comme Levin, Schipper et Grubb pensent que l'effet rebond est minime. D'autres comme Brooks ou Herring pensent au contraire qu'il est majeur, tellement majeur qu'il remettrait quasiment en cause toutes les initiatives d'efficacité énergétique, entreprises. Le comité spécial de la Chambre des Lords sur la science et la technologie a déclaré que le postulat de Kasum-Brooks, bien que non prouvé, offre au moins une explication plausible des raisons pour lesquelles ces dernières années, les améliorations de l'intensité énergétique au niveau macroéconomique ont obstinément refusé de se traduire par des réductions de la demande globale d'énergie.
S'il était correct, le postulat de Kazum-Brooks aurait des implications politiques profondément troublantes. Pensez-y, c'est vertigineux. On pourrait dire que de nombreuses politiques utilisées pour promouvoir l'efficacité énergétique ne peuvent ni réduire la consommation d'énergie, ni les émissions de carbone, dans une économie stable ou en croissance. Alternativement, même si le postulat était incorrect, on peut affirmer que l'énergie économisée grâce aux améliorations de l'efficacité énergétique sera inférieure à ce qui était conventionnellement supposé. Dans les deux cas, l'effet rebond pourrait avoir des graves conséquences pour les efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique. Mais malgré son importance potentielle, l'effet rebond est largement négligé et enveloppé de controverses et de confusion. Il faut donc absolument lutter contre l'effet rebond. La question est du coup, comment faire? Parfois, on peut le faire via l'installation et l'utilisation de systèmes de contrôle et de régulation de la consommation énergétique pour par exemple le chauffage, l'eau chaude sanitaire, l'éclairage ou la climatisation à l'aide de capteurs, tout ça. Et sinon, il reste également une autre solution. Et là, je commence à entrouvrir la boîte de Pandore de l'écologie. Les efficacités énergétiques permettent aux personnes d'économiser de l'argent. Imaginez que vous habitez une maison passive. Plus aucune dépense liée au chauffage de la maison. Plein d'économies. Or, si on ne touche pas au pouvoir d'achat en même temps, eh bien, les personnes dépenseront les gains financiers obtenus dans d'autres produits et services. Et ainsi, ils consommeront de l'énergie et déclencheront l'effet rebond. De toute façon, la majorité des gens dépensera l'essentiel de son argent du mois, quoi qu'il arrive. Si ce n'est pas dans la facture d'énergie, ce sera dans autre chose. Bon, je ne vais pas plus loin car je n'ose pas encore ouvrir totalement la boîte de Pandore de l'écologie, car je risque de me faire griller. Mais bon, si vous voulez que je le fasse, dites-le moi en commentaire et on ouvrira cette boîte ensemble. Et ça va décoiffer. On résume l'outil du jour. Quand quelqu'un vous parle d'une solution pour réduire la consommation énergétique, dégainez immédiatement. C'est quoi ta solution pour empêcher l'effet rebond? Y as-tu seulement pensé? Alors merci pour ton temps de cerveau disponible. Si tu trouves ça intéressant, n'hésite pas à partager. Tchuss!